Le livre Le premier homme d'Albert Camus est un mémorial. Il a été construit par son auteur au moment où l'annonce de l'autodétermination laissait prévoir que les Français d'Algérie seraient bientôt chassés de leur pays. Il faut que ce roman pèse un gros poids d'objet, écrit Albert Camus à son sujet. Il y a montré comment le travail, l'isolement, la maladie, le service de la France avait forgé une appartenance à l'Algérie française pour les hommes de toute confession qu'il avait édifiés. Découvert en 1994, date d'édition du manuscrit, ce mémorial nous convient. Mais bien avant cette date, nous avions le projet de montrer qu'une œuvre existait, qui nous reliait à nos pères et donnait sens à leur vie, qui nous reliait aussi à l'Algérie et aux traditions de la France. Témoignant à la fois de notre appartenance à une lignée d'hommes et d'une création, ce mémorial nous aurait amarrés, et ceci malgré les événements, au pays que nous avions quitté et à celui où nous vivions désormais. Pourtant, ce projet est resté sans suite durant 20 ans. Aujourd'hui, il va se faire, mais le moment de sa réalisation est aussi celui d'un point de dérive. La page qui le présente au public est rédigée ainsi. Expositions, échanges, dialogues et histoires tournés vers les jeunes générations contribueront à la paix entre les peuples et les communautés. Ce n'est pas rien que de vouloir contribuer à la paix. Ce n'est pas rien de penser que l'on saura baliser le chemin qui conduit à la paix pour nous et pour les nouvelles générations. Paix en Indochine, paix en Algérie. Inscrite sur les murs, brandie entre Bastille et Nation, clamée par les manifestants, exaltée dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, argumentée par les philosophes, la paix a servi de fanal à l'opinion publique et de fil directeur à notre histoire depuis un demi-siècle. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé en noir et blanc, on découvrait le rock'n'roll. Mais la quête de la paix n'a pas distribué à chacun les mêmes souvenirs. La paix a bien été signée le 19 mars 1962, les faits le prouvent. Seulement, à partir de cette date, le gouvernement français avait un nouvel allié et un nouvel ennemi. Le 26 mars 1962, ce sont les soldats sous uniforme français qui tirent sur la population européenne. Le 5 juillet, ils laissent assassiner les Européens par leurs ennemis d'hier et ils abandonnent les harkis qui subiront le même sort par milliers. Ceux dans l'armée qui voudront s'y opposer seront désavoués et punis. Comme dans un kaléidoscope, les lignes se sont déformées et assemblées pour un nouveau dessin. 40 ans plus tard, dans ce qui est enseigné à nos enfants, nous ne reconnaissons rien de ce que nous avons vécu. Il y a peu, on a décrété qu'il y avait eu guerre en Algérie, ce qui impose une nouvelle version de l'histoire dans laquelle se seraient affrontées deux nations souveraines en lieu et place d'une guerre révolutionnaire en territoire français. L'armée française devient donc une troupe d'occupation. Ceux qui, en étant musulmans, ont combattu pour la France sont traités de traîtres, un comble aujourd'hui que de proférer une telle absurdité. Le porteur de valise est un héros de la liberté, la poseuse de bombes une résistante. Les références aux archétypes issus de la Deuxième Guerre mondiale boitent parfois, car la véritable résistance n'a jamais assassiné des femmes et des enfants dans une cafétéria ou une école. Mais même sans y regarder de trop près, dans le partage entre bons et méchants, il reste les autres. Les autres qui s'appelèrent d'abord Algériens, du temps de leurs grands-parents, puis Français d'Algérie, puis Pieds Noirs, puis rapatriés. Français d'Algérie, le double enracinement par lequel ils se définissaient, et qui ne fonctionnait pas sans l'association des deux termes,
s'est transformé en image d'errance. Rapatrié, souvent sans autre précision, c'est un aller-retour de passagers qui n'ont rien maîtrisé de leur vie. L'état civil lui-même tâtonne depuis 40 ans pour leur attribuer un lieu de naissance qui colle à la nouvelle histoire. Alors évoquer leur œuvre. Leur œuvre, quel sens ces mots pourraient-ils avoir? On n'a jamais vu des occupants créer quelque chose. Et si les occupants créent quelque chose durant des générations, sont-ils encore des occupants? Dans notre kaléidoscope qui recompose l'histoire, il n'y a pas de place pour des gens que l'on ne sait pas, que l'on ne sait plus, que l'on ne veut plus nommer. Dans la préface du livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Jean-Paul Sartre a écrit « Dans un premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Il faut être attentif aux mots. Ils affirment que, quelle qu'ait pu être la valeur personnelle de l'homme, ses mérites ou ses fautes, ce n'est pas pour cela qu'il devra être tué, mais parce qu'il est européen. Le résultat est mathématique. Il reste un homme mort et un homme libre. La concrétisation de l'absolu de liberté pour une partie de l'humanité justifiait donc l'effacement de l'autre partie jusqu'à ce que l'Algérie ne compte plus que des hommes libres. Les enlèvements, les assassinats d'Européens et de Harkis accomplissaient donc la quête de l'idéal. Depuis 1962 et durant des dizaines d'années, aucune commémoration ni aucune recherche officielle ne les a concernés. Leurs conditions de survie d'abord, puis la profanation de leurs tombes n'a éveillé ni indignation ni compassion dans la population française, elle qui avait défilé en procession recueillie derrière le président de la République après le saccage du cimetière de Carpentras. Au fil du temps, ils se sont transformés en abstraction, tout en fournissant à l'histoire la caution du sang versé qui a rendu la grande idée de libération du peuple algérien tragique et irréversible. Aujourd'hui, on affecte de considérer la phrase de Jean-Paul Sartre comme une métaphore que seuls les gens de mauvaise foi prennent au pied de la lettre, alors qu'elle a bel et bien justifié l'engagement des porteurs de valises. L'explication est simple. La population française se met à craindre à son tour pour ses enfants les bombes dans les gares et les métros, demain dans les cafés et les cinémas. C'est la peur éprouvée par les familles qui ramène la victime du terrorisme, c'est-à-dire la personne, au centre du débat face à un absolu qui est religieux aujourd'hui, comme il était idéologique hier en Algérie. Le vacarme organisé autour de la torture exercée par l'armée française, ou la surenchère dans les accusations de massacre lors de la conquête, ou lors de la répression qui a suivi les assassinats d'Européens le 8 mai 1945, permettent à ceux qui aidèrent les poseurs de bombes de reprendre pied dans un contexte de terrorisme dont il faut se démarquer. Hier, l'effacement fut physique et politique. Écartés du vote de l'autodétermination qui décida de notre avenir, nous sommes nés rapatriés sur un pont de bateau, il y a 40 ans, et le vent n'a pas fini de souffler. Le vent n'a pas fini de souffler car maintenant l'heure, dit-on, est à la démythification de la mémoire. Celle des Français d'Algérie, bien sûr, car on leur prête d'avoir reconstruit, entre désir inconscient et démarche volontaire, un passé idéalisé pour servir de masque à la culpabilité et de négation à la faute coloniale.